va commencer par vous, Maître Hartz. Peut-être après une courte présentation de votre cabinet et un peu des grands domaines dans lesquels vous pouvez vous faire solliciter sur ce qui peut être le sexisme et le rôle du témoin. Peut-être vous pouvez nous dire juridiquement quel est son rôle, quel est son statut, et puis ensuite on verra avec Carole dans l'entreprise comment on peut mettre ça en place pratiquement. Bien, tout d'abord, cabinet Barthélemy, c'est un cabinet qui est spécialisé en droit social, droit de la protection sociale et droit de la sécurité sociale. Et donc, nous sommes effectivement amenés à conseiller au quotidien les employeurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, employeur ou son représentant, en matière donc de relations individuelles et collectives. Et concernant le sujet qui nous intéresse, effectivement, nous sommes amenés à conseiller, orienter à la fois l'employeur ou son représentant, plus rarement effectivement les salariés, puisque nous sommes effectivement un conseil d'employeur, mais forcément sur le sujet qui nous intéresse, on est acteur avec nos clients et nous sommes effectivement à côté d'eux pour mener à la fois les enquêtes, puisqu'on en parlera certainement, mettre en place les outils, et ça c'est un élément fondamental, je pense que vous allez également en parler. Alors le rôle du témoin, pour ne pas monopoliser la parole, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure madame, c'est un rôle essentiel, parce que la victime est souvent complètement démunie par rapport à la situation effectivement qu'elle vit, et le témoin peut bien entendu encourager à évoquer les différents faits dont elle a été effectivement victime, mais surtout confirmer la réalité d'une situation. Et donc, au regard de son rôle, il est effectivement fondamental, à la fois pour signaler à la base. Le témoin peut être une personne qui va initialement signaler lorsque j'ai connaissance d'une situation. Même lorsque la victime n'a pas signalé elle-même exactement, parce ce qui s'est passé. À partir du moment où un individu dans l'entreprise a connaissance d'une situation qui peut tomber sous le coup de la loi, elle a a priori le devoir de le signaler. Alors après, ça peut être le DRH, ça peut être le RH, ça peut être le supérieur hiérarchique, ça peut être les représentants du personnel également, avec peut-être un droit d'alerte si jamais eux-mêmes sont alertés. Ils peuvent faire valoir un droit d'alerte, et là, en tant qu'employeur, je vais avoir l'obligation d'engager une enquête, effectivement. Alors, l'enquête peut s'engager sans le droit d'alerte aussi, mais effectivement. Alors, juste pour terminer sur le statut... Son statut, est-ce qu'il est protégé ? Il est complètement protégé. Il est complètement protégé dans l'entreprise. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que la loi protège effectivement le témoin, comme la victime d'ailleurs. Elle ne peut pas être victime, elle ne peut pas faire l'objet, plus exactement, d'un licenciement, d'une sanction disciplinaire, et encore moins d'une mesure discriminatoire. Donc ça, c'est prévu clairement par la loi. Merci beaucoup. Du coup, on va regarder du côté de l'entreprise comment on le met en place. Carole, toi qui es responsable éthique de Deloitte et également référente sexisme dans l'entreprise, comment les gens te contactent ? Est-ce que tu es plus contacté par des témoins ou par des victimes ? Et quelle approche tu as quand c'est l'un ou quand c'est l'autre, et comment tu appliques cette fameuse politique de protection des témoins ? Déjà, en fait, juste pour vous donner un peu d'ordre d'idée, moi je suis responsable du programme éthique de Deloitte France. En fait, l'unité Deloitte France couvrant en fait le territoire français et les pays d'Afrique francophone qui nous sont rattachés. Donc ça fait à peu près 6000 collaborateurs, 13 pays. Donc Deloitte, on est une structure de services professionnels, donc dans le tertiaire, avec des collaborateurs plutôt jeunes, enfin une moyenne d'âge aux alentours de 30 ans, et assez mixte en fait au moment du recrutement. Ça s'évapore un peu après, mais bon, au moment du recrutement, en tout cas, on est assez mixte. Donc mon rôle en fait en tant que référent éthique, alors moi j'applique en fait une policy qui est une policy internationale.
dont j'ai été aussi la co-rédactrice à un moment donné de l'histoire. Mais donc cette politique s'applique à tous les Deloitte dans le monde. Hein. La Deloitte France n'est pas unique. Il y a une alerte, un système d'alerte éthique. Alors comme en fait le programme éthique existe depuis longtemps, puisque en fait il existe depuis 2012. Moi j'ai fait beaucoup de formations, je suis allée beaucoup au contact des collaborateurs, les gens me connaissent en fait à titre personnel, donc en fait je dirais qu'ils ont 3 lignes éthiques. Ils ont mon mail tout simplement, ils ont une ligne en fait qui s'appelle FR et tout simplement FR éthique, dans lequel ils peuvent dire rappelez-moi, voilà, donc sans obligation d'avoir à expliquer, parce que déjà expliquer c'est compliqué. Et puis on a mis en place depuis 2 ans en fait une ligne d'alerte externe qui peut être activée de manière anonyme. Donc on peut cliquer je souhaite être anonyme, et qui est tenue par un de vos confrères, Auguste Debouzy, puisque en fait on a aussi une structure d'avocats au sein de Deloitte France, et donc on a considéré que pour notre structure d'avocats, il valait mieux qu'il y ait un canal que ça passe pas par moi, que ça passe directement par un de vos confrères qui répercute en fait sur l'éthique officer de Tage. Donc voilà, donc je suis saisie. Alors, on n'a pas non plus 50 000 milliards d'affaires, hein, mais bon, on peut en avoir quand même. Et je pense que dans une structure vivante, en fait, voilà, la nature humaine étant ce qu'elle est, il peut y avoir un certain nombre de situations. Je suis saisie aussi bien par, les quelques situations que j'ai eu à traiter proviennent aussi bien de victimes que de témoins. Donc il y a les deux en fait. Les messages institutionnels que l'on passe, c'est que bien évidemment, si on est témoin, on doit se saisir de quelque chose. On a même en fait un e-learning international l'année dernière qui prenait comme exemple en fait une jeune collaboratrice qui se faisait passer la main dans le dos par un manager un peu insistant, et qui finalement n'arrivait pas à aller voir l'éthique officer, et c'est un de ses collègues en fait qui à la fin allait voir l'éthique officer. Donc c'est des choses qu'on banalise. Centré sur le témoin, du coup. Centré sur le témoin. Et on a en fait une policy internationale de protection en fait des victimes et de toute personne qui participe à une enquête. Donc après, au niveau de l'enquête, je dirais qu'il n'y a aucun cas qui ressemble à un autre. Donc en fait, on va mener l'enquête avec le souci de la protection de la victime, de la protection des témoins et de l'efficacité de l'enquête, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On a parlé de des fois un cabinet d'avocats. On a parlé de victimes démunies. Le sujet qu'on va aborder maintenant, ça va peut-être être encore plus démuni, puisqu'on va parler des violences conjugales en 2 temps. En première partie avec Catherine, qui représente donc la Fondation FACE, et vous portez un programme qui s'appelle le programme 6, dont tu vas nous parler, et ensuite avec la Fondation Kering, où vous allez nous parler, Céline, de la manière dont vous déployez ce programme en interne. Les violences conjugales, c'est quelque chose qui se passe à la maison. En tant qu'entreprise, comment FACE, et comment, du coup, la question elle sera aussi intéressante pour Kering derrière, comment on fait passer ce sujet en sujet d'entreprise, et pourquoi l'entreprise doit s'en saisir absolument? Alors d'abord, ça c'est un peu en binôme avec Céline, puisque Kering est cofondatrice de notre programme européen. Après, si vous voulez répondre en binôme, du coup, on peut alors en fait, aussi, c'était une longue maturation. Alors d'abord, Fondation FACE, c'est une fondation agir contre l'exclusion qui a été créée il y a un peu plus de 20 ans maintenant, et qui embarque 6000 entreprises pour agir contre l'exclusion, la discrimination et la pauvreté. On a 80 structures sur toute la France, et on agit sur vraiment à peu près tous les territoires. Moi, quand j'ai rejoint la Fondation FACE en 2011, j'étais anciennement conseillère régionale, et j'étais l'une des vice-présidentes des élus contre les violences faites aux femmes. Et j'avais appris à l'époque que tous les 3 jours, une femme mourait sous les coups de son compagnon. On est en 2019 en France. En 2019, il y a toujours une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son compagnon. 60 en 2019. Ouais, on est au pour mois de juin. l'instant. Pour l'instant, oui. Et je me dis, comment on peut articuler ça dans cette logique effectivement sociétale, d'innovation sociale que nous pratiquons à la Fondation.
Et on avait commencé juste à reprendre une affiche avec le numéro vert qui a été mis en place pour permettre à des femmes qui subissaient des violences de pouvoir demander de l'aide. On a fait une grande affiche format A3 qu'on a envoyée à tout notre réseau d'entreprises en disant écoutez, affichez-la en format sur un photocopieur comme vous voulez. Et on a eu une première boîte qui nous a contactés, c'était l'usine PSA de Valenciennes, qui nous a dit écoutez, nous on a eu ce problème, on essaie de trouver des solutions pour accompagner effectivement notre salarié. Et puis d'autres sont venus, etc. Donc on a trouvé un programme européen, CARV, qui est le programme Daphné 3, donc contre les violences faites aux femmes, enfants et adolescents. On critique beaucoup l'Europe, mais sur les droits humains, si on n'avait pas l'Europe, je pense qu'on aurait eu du mal à avancer sur certaines thématiques. Et donc, d'ailleurs, Kering s'est retrouvée à une des rares entreprises, parce que pour le coup, on ne savait pas qui travaillait sur le sujet ou qui voulait y travailler. On a commencé à bosser sur la thématique, le programme ayant tellement bien réussi qu'on a recandidaté un nouveau programme qui s'appelle CISE, et parce que l'Europe a bien aimé effectivement les résultats de ça, et on a cette idée d'en faire un premier réseau européen d'entreprises engagées contre les violences faites aux femmes, en embarquant effectivement des grands dirigeants, et vous verrez d'ailleurs la sortie sur le stand où il y a tous les livres, vous avez le flyer, vous pourrez d'ailleurs nous rejoindre, il y a QR code pour avoir les informations, allez sur le site, télécharger les affiches que je vous montrerai tout à l'heure. Alors pourquoi c'est un sujet d'entreprise ? Tout ce qui relève de la vie privée est rentré évidemment dans l'entreprise. Sur cette thématique particulière, quand une femme subit des violences, le seul moment où elle sort de l'emprise de son conjoint violent, c'est quand elle va travailler pour celle qui va encore travailler. Souvent très contrainte. Si elle a un quart d'heure de transport, elle doit partir un quart d'heure avant de chez elle, et si elle finit à 17h, il faut qu'à 17h15, elle soit rentrée. Sinon, elle se prend des coups. On ne peut pas être intrusif, une fois encore. On ne peut pas pousser les gens à dire les choses, mais créer les conditions qui permettent à la personne éventuellement de dire j'ai un problème, qui permet aussi de comprendre pourquoi peut-être le comportement a changé, pourquoi la personne est moins attentive, pourquoi elle est parfois peut-être un peu plus irritable, agressive, moins performante, moins bien. Je rappelle que la question des violences faites aux femmes, ça touche tout le monde, de l'ouvrière à la chef d'entreprise. C'est pas quelque chose qui se passe dans les milieux pauvres, etc. Oublions effectivement ce genre de stéréotypes. Ça touche tout le monde. Et bien sûr, le phénomène MeToo amplifiait la réalité des violences que les femmes subissent à différents niveaux, dans la sphère publique, dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle. Mais c'est comment trouver les solutions. Donc on a monté ce programme, et je laisserai Céline en parler. Ce que je constate en tout cas, c'est que du coup, beaucoup d'entreprises qui pensaient que ce n'était pas un sujet dont on pouvait parler se sont dit, bah oui, finalement, on doit pouvoir l'aborder parce qu'une entreprise, c'est un acteur structurant. L'entreprise, elle est partie prenante de la société et de son évolution sociétale. Parfois même d'ailleurs, elle n'est pas forcément en première ligne, d'où le travail d'innovation sociale. Je parle entre autres de la commission d'innovation sociale du MEDEF qui contribue. Mais vous ne pouvez pas vous dire, ce n'est pas mon sujet, je ferme les yeux. J'avais discuté avec un représentant syndical au moment où effectivement on a monté le programme. Il nous a dit, écoutez, ça ne nous concerne pas directement. J'ai dit, non, vous avez raison, ça ne vous concerne pas. Si vous savez, vous êtes collègue de travail, supérieur hiérarchique ou DP, vous savez que cette femme subit des violences. Et vous ne le savez pas. C'est comme ça que des femmes sont tuées. C'est comme ça que des enfants sont maltraités. On a quand même eu en 2017 25 gamins qui sont morts maltraités par leurs parents. Donc à un moment donné, oui, est-ce que c'est un sujet en tant que citoyen ? Est-ce que l'entreprise est citoyenne ou elle est simplement technicienne pour faire du profit et pour produire quelque chose pour l'intérêt commun ? Donc c'est ces vrais enjeux finalement qu'on met sur la table à travers cette thématique-là. Et donc comment subtilement, patiemment et avec beaucoup de délicatesse et d'humilité, on crée les conditions pour permettre à une femme éventuellement de pouvoir avoir un soutien. Et je passe la parole à Céline. Du coup, Céline, pour compléter les propos de Catherine, est-ce que vous pourrez nous dire comment vous avez mis en place votre programme, depuis quand ? Et je crois que vous avez fait quelque chose de particulièrement innovant en termes de formation. Ça serait intéressant que vous puissiez le partager. Catherine, je te reposerai une question tout à l'heure sur ton délégué du personnel, enfin ton représentant du personnel que tu as contacté. Tu lui as dit, et si vous êtes témoin de quelque chose, qu'est-ce que vous faites ? Je pense que ça va être clé dans la deuxième partie de notre table ronde. Céline, je vous laisse la parole. Alors, merci. Je vais peut-être dire quelques mots sur Kering. Donc, c'est un groupe mondial de luxe qui rassemble 26 000 collaborateurs dans le monde et des marques de mode, de joaillerie et d'horlogerie. Le groupe Kering est globalement engagé, on va dire, sur l'autonomisation des femmes, le woman empowerment, comme on dit en bon français, avec une politique d'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise, avec un programme de promotion de la place et du rôle des femmes dans l'industrie du cinéma, dans le cadre d'un partenariat notamment avec le Festival de Cannes, et puis depuis plus de 10 ans avec la Fondation Kering, qui
qui est donc une fondation qui a été créée par François-Henri Pinault, notre CEO. Donc c'est un engagement au plus haut niveau du groupe pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc les violences faites aux femmes, c'est une femme sur 3 dans le monde qui est victime de violences au cours de sa vie. Et quand on en vient aux violences conjugales, qu'elles soient physiques, mais aussi il y a une grande part de violences psychologiques, économiques, administratives, on est à une femme sur 4 en Europe qui est victime de violences conjugales. Donc si vous allez dîner ce soir avec 5 de vos amis, le calcul est vite fait. Et donc la fondation mène un certain nombre de partenariats avec le monde associatif, des associations locales dans plusieurs pays. Et à un moment donné, on s'est dit, on soutient des femmes victimes de violences et de violences conjugales en particulier via nos partenaires associatifs. Mais que faisons-nous pour les femmes qui sont au sein de notre entreprise, sachant que c'est 1 sur 4 en Europe. C'est aussi 1 sur 4 aux États-Unis, c'est 1 sur 3 en Chine. Comme l'évoquait Catherine, c'est partout. Quelle que soit la culture, quelle que soit la classe sociale, c'est un chiffre qui est partout prévalent. Et donc, en fait, on a travaillé avec une association en France qui s'appelle Solidarité Femmes, qui est l'association nationale qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous avons mis au point 3 heures de formation pour les collaborateurs du groupe pour comprendre ce que sont les violences conjugales, comprendre ce qu'est le cycle de la violence. C'est des violences bien spécifiques, l'emprise qu'évoquait Catherine, et l'impact que ça peut avoir sur la vie quotidienne de la femme, sur sa vie au travail, et aussi bien naturellement sur ses collègues, sur les managers qui l'entourent, etc. Et comment nous, en tant que collaborateurs, on peut avoir un environnement de travail bienveillant pour ces femmes le jour où elles souhaitent en parler. Nous ne sommes absolument pas dans une politique de détection. C'est toujours la femme qui est au centre des actions que mène la Fondation Kering. Donc c'est si la femme, à un moment donné, la survivante, comme on dit, à un moment donné, souhaite parler de ses problèmes d'hébergement, demander une flexibilité au niveau horaire, parce qu'il faut qu'elle aille faire des démarches juridiques, demander une déviation de son numéro de téléphone parce qu'elle est harcelée par son conjoint qui la flique tout au long de la journée. Voilà. Si elle souhaite en parler, que la personne qui l'écoute à ce moment-là, son collègue, son manager, son RH, son représentant du personnel, la croit, c'est la première étape importante, et ensuite puisse lui apporter des solutions pour l'aider dans ses démarches et puisse la connecter à l'association locale qui va pouvoir l'accompagner. Ce sont bien sûr les associations spécialisées qui savent apporter le meilleur soutien, et donc nous sommes là pour les mettre en relation avec les femmes qui vont partager leur histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu de la formation et le nombre de personnes que vous avez réussi à former jusqu'à maintenant ? Alors la formation, donc, c'est des sessions de 3 heures. Elles sont dispensées par la formatrice nationale des associations spécialisées. Donc on a ce genre de partenariat en France, au Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis et demain en Chine. Donc c'est toujours les associations spécialisées qui dispensent cette formation qu'on a créée ensemble et qui va donc emmener déconstruire les stéréotypes sur les violences conjugales. On en a tous eu à un moment ou à un autre. Bien comprendre le phénomène, comprendre l'impact que ça va avoir sur la femme au quotidien, comme l'évoquait Catherine, effectivement, des difficultés à se concentrer, peut-être à un moment donné des heures de travail qui vont être extrêmement longues parce que c'est le seul endroit où elle se sent en sécurité, ou au contraire des heures de travail extrêmement courtes, extrêmement cadrées parce que son conjoint l'attend sur le parking matin, midi et soir. Enfin voilà, des petits signes qui peuvent nous alerter et nous rendre plus à l'écoute. Évidemment, les changements dans son comportement peuvent avoir un impact sur le travail de l'équipe. Et donc, c'est au manager aussi d'être attentif à tout ça. Et puis, au moment où la femme décide de parler, comment est-ce qu'on est à l'écoute pour recueillir sa parole et la mettre en relation avec l'association qui peut la soutenir. Donc on a ce premier niveau de formation de 3 heures. On l'a dispensé à 1500 collaborateurs à l'heure actuelle. On l'a également dispensé au comité exécutif de Kering.
Donc on a eu une session de formation avec notre COMEX pour qu'ils comprennent ce qu'étaient les violences conjugales, et on le déploie dans l'ensemble des comités exécutifs des 20 marques qui constituent le groupe. Et puis nous sommes en train de travailler sur un volet 2 de formation, qui est une formation d'une journée pour avoir des gens qu'on appelle des domestic violence advocates, donc des référents en fait violences conjugales au sein du groupe, dont le numéro va être très clairement listés au sein de notre intranet, etc. Et qui sont des gens qui vont être un peu plus formés sur comment est-ce qu'on recueille la parole de la femme, comment est-ce qu'on peut déjà commencer à l'aider avant de la mettre en relation avec l'association spécialisée. Merci. On voit qu'il y a deux sujets qui sont un peu différents quand même, qui cohabitent, sur lesquels on va avoir des questions de témoignages, de contact des RH, d'information de l'entreprise par rapport notamment à un mal-être d'une collaboratrice. Peut-être vous pourriez, Maître, nous redire généralement comment la collaboratrice ou le témoin sait vers qui aller dans l'entreprise, quels sont les moyens qui ont été mis en place par la loi pour flécher un peu les démarches du témoin et celles de la victime éventuellement en matière d'actes sexistes. Alors, déjà tout d'abord en termes d'information, on a l'affichage obligatoire donc sur la réglementation. Donc ça, c'est quand même assez important puisque tout le monde doit avoir connaissance, a priori, nul n'est censé ignorer la loi, mais tout le monde doit avoir connaissance de par l'affichage, le règlement intérieur. Et puis après, on a des dispositifs, effectivement, qui ont été mis en œuvre par les législations, et notamment la législation relativement récente. Lanceur d'alerte, la loi Sapin 2, effectivement, toute entreprise de plus de 50 salariés doit mettre en place un dispositif de lanceur d'alerte avec la protection, effectivement, qui va avec, soit par accord d'entreprise, soit par décision unilatérale. Ensuite, il faut, pour les entreprises de plus de 250 salariés, mettre en place un référent sur la lutte contre les... alors, c'est plus le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et j'entends qu'effectivement, sur les violences conjugales, l'entreprise peut aussi le mettre en place. Hein. C'est pas totalement exclu parce que on est sur ce sujet-là, vous le disiez tout à l'heure, entre la vie de l'entreprise et la vie privée, effectivement. Et donc, le fait de s'engager en tant qu'employeur sur le terrain de la vie privée peut être effectivement délicat. Donc, le fait de pouvoir accompagner, donc dans le cadre des violences conjugales, on est plutôt dans l'écoute et l'accompagnement et l'orientation, effectivement. Après, on peut prendre des engagements qui ont été décrits tout à l'heure. Et depuis le 1er janvier 2019, le CSE, alors les CSE qui vont être mis en place, certains sont déjà mis en place, mais à la fin de l'année, tout le monde doit avoir a priori son CSE. Il faut qu'il y ait un référent également sur les agissements sexistes, donc, enfin, en tout cas une personne qui est identifiée dans l'entreprise du côté des représentants du personnel pour pouvoir recueillir effectivement la parole sur les agissements sexistes, le harcèlement sexuel. Je rappelle également qu'on a une obligation en tant qu'employeur, une obligation de résultat en termes de santé et de sécurité, hein, et que déjà toutes les questions de détection de harcèlement, alors harcèlement sexuel bien évidemment, harcèlement moral aussi, agissement sexiste également, dans le cadre du document unique de prévention des risques. Hein. Donc ça fait partie de tout le panel et de l'arsenal, on va dire, qui est mis en place, doit être mis en place dans l'entreprise selon son effectif, bien évidemment. Est-ce que si l'entreprise se contente de mettre en place une ligne externe comme celle dont nous parlait Carole Lambert tout à l'heure, ça va jouer le rôle du référent dont vous nous parliez? Absolument pas. Non. Il faut que ce soit quelqu'un de l'entreprise qui soit identifié comme tel et qui puisse effectivement recueillir la parole. Alors du témoin, puisque c'est le sujet, voilà, ou de la victime, ou de la victime, hein, puisque les deux sont nécessairement liés. Il y a un sujet également, mais qui est assez important, c'est les personnes n'osent pas fondamentalement parler, même le témoin, parfois, au regard, certes, il y a la protection, aussi il y a la question de la confidentialité et de la discrétion de sa parole, en réalité. Et là, il faut lui garantir le fait que sa parole, en tout cas, il soit, on va dire, discrète, voire confidentielle.
Cela dit, si on a un aspect judiciaire ensuite, va se poser la question du témoignage et de l'utilisation du témoignage, de l'enquête. Est-ce qu'il faudra redemander une attestation sous 200-202 du Code de procédure civile avec une confirmation manuscrite? Enfin, là, vous parlez de l'attestation où la personne doit écrire à la main avec une copie recto verso de sa carte d'identité. On est d'accord, la question qui peut se poser, c'est de savoir est-ce que la parole dans l'enquête suffit à démontrer effectivement la réalité d'une situation ou pas, si jamais on est ensuite contrainte de la produire en justice. Avant de passer la parole à Carole, du coup, dans les cas que vous avez eu à suivre en tant que conseil d'entreprise, Oui. Est-ce qu'elles ont demandé aux témoins de témoigner, y compris on devant se le heurte tribunal? souvent à deux problématiques. La première, c'est je témoigne, mais je ne veux pas confirmer. Et là, effectivement, notamment parce que on a la crainte d'avoir, pas forcément de la part de l'employeur en lui-même, mais peut-être de la personne qu'on met en cause. D'accord ? Il y a quand même une limite de la protection du témoin, c'est l'abus ou la dénonciation calomnieuse, effectivement. Donc ça, il faut quand même... donc c'est pour ça qu'il faut, en tant qu'employeur, avec un grand E bien évidemment, objectiver une situation. Et on se heurte aussi à des personnes qui vous disent « Écoutez, moi je vous ai dit ce que j'avais à vous dire dans l'enquête et je ne confirmerai pas et je ne veux pas retémoigner ou refaire un témoignage manuscrit dans le cadre d'un dossier judiciaire, par exemple, devant les prud'hommes. » C'est un peu différent au pénal parce qu'on peut être cité à comparaître, effectivement. Voilà. Mais effectivement, il y a quand même cette problématique de confirmation parce que je l'ai dit une fois, mais je ne le répéterai pas, ou en tout cas, vous avez suffisamment d'éléments, et donc je ne reconfirmerai pas ce que j'ai dit. Merci. Parfois, on arrive à les avoir, effectivement. Oui. Et là, parce que justement, juste pour terminer, le témoin accompagne complètement la personne victime, et alors là, effectivement, il n'y a pas de souci pour avoir... Du coup, il y a un vrai rôle, j'imagine, dans la reconstruction de la victime quand elle en a besoin. Exactement, mais c'est là où le témoin a un rôle essentiel. Alors, il y a aussi, si je peux compléter, sans être trop long, les enquêtes se mènent à charge et à décharge. C'est-à-dire que la personne mise en cause peut aussi faire valoir un certain nombre de témoignages. Donc, les choses ne sont pas forcément aussi nettes ou claires selon les situations. Non. Merci beaucoup. Carole, dans la pratique, donc toi tu es référent sexisme puisque ton entreprise fait plus de 250 salariés et c'est peu dire. Tu nous as dit que tu avais mis en place ton adresse mail, une ligne téléphonique dédiée, une adresse mail dédiée. Ces éléments-là, les gens les voient, les utilisent. Il y a des campagnes de com en fait. Ça je confirme. Mettre une ligne externe, interne, externe ne suffit pas du tout. Donc il y a des formations, il y a de la communication, il y a de la formation, il y a de la sensibilisation, il y a vraiment tout l'arsenal. Tu peux peut-être nous dire rapidement ce que tu as mis en place dans ta formation ou ta sensibilisation à ce sujet ? Alors, on n'a pas encore à ce stade de formation ciblée en fait sur les violences sexuelles et le harcèlement. En fait, d'abord, moi je voulais dire qu'il y a aussi des référents CSE. Donc, moi je travaille avec les référents CSE. On n'a pas encore, on inclut encore aujourd'hui le problème des violences, ou du harcèlement, etc., dans le sexuel, ou l'agissement sexiste, dans le cadre plus général en fait du comportement éthique, dont le comportement sexiste est un exemple. Donc, j'ai pas franchi encore le cap aujourd'hui de formation ciblée, parce que on a eu beaucoup de modifications en fait de notre code d'éthique, la mise en place de la ligne externe, etc. Enfin, de changements sur lesquels on avait besoin de communiquer. Donc, il fallait qu'on communique sur ces éléments de contexte d'abord, avant de faire des communications, des actions plus ciblées. Je n'ai rien en matière de violence conjugale, mais pas encore. J'ai pris avec beaucoup d'intérêt les cartes des autres intervenantes, parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Moi, je voudrais rajouter deux choses, en fait, au plan pratique. Il y a aussi une catégorie, c'est les témoins qui ne bougent pas. Voilà. Donc ceux-là sont compliqués, et notamment quand il y a un acte grave d'harcèlement. Enfin, alors le harcèlement suppose répétition, mais enfin quand il y a violence entre guillemets ou débordement sexiste caractérisé et lourd. Je suis toujours gênée quand c'est la victime seulement qui vient m'en parler, en fait.
parce qu'il peut y avoir des témoins, et quand les témoins ne bougent pas, moi j'ai un sujet sur ceux qui ne bougent pas, et notamment dans la hiérarchie. Bon. Voilà, donc j'ai aussi une action, en fait, notamment vis-à-vis des associés, des directeurs de Deloitte, pour leur dire, en fait, et donc là, je les prends quasiment un par un, parce que je rencontre, en fait, je déjeune avec tous les nouveaux associés qui rentrent dans la firme, et donc c'est un moment privilégié où je leur parle, et je leur dis, mais on est tous concernés, en fait, par tous les collaborateurs de la firme. On est un peu, c'est quand même les cousins, quoi. Hein. Quand il y en a un qui grimpe aux arbres et qui va tomber, on lui dit, tu descends. Bah là, quand on a un collaborateur, même quand il n'est pas de votre responsabilité, on lui dit stop là. Voilà. Donc il y a ça, les témoins qui bougent pas, et puis après les différences culturelles. C'est compliqué là. Bon, moi j'ai en particulier donc dans les pays africains en fait des conceptions qui peuvent être assez différentes, et j'ai aussi des conceptions anglo-saxonnes qui peuvent être très différentes. Et donc, j'ai des différences culturelles qui peuvent être vraiment différentes. Donc, quand il y a un écart conceptuel entre un Français qui va accepter un certain nombre de trucs, et bon, ça fait un peu partie de notre culture, l'américaine qui veut vraiment pas du tout parce qu'elle a été élevée, et puis sans faire de caricature, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais des gens quand on a un événement festif, ils ont plutôt envie d'aller danser, ils ont 25 ans et tant mieux s'ils vont danser, quoi. Réconcilier tout ça, il y a des moments, c'est pas si simple, et donc ça suppose pas mal de pédagogie, pas mal de discussions, et la chance que j'ai, c'est que j'ai des gens qui sont très éduqués, donc en fait avec lesquels on peut avoir des vraies discussions, et des vraies discussions de fond et assez subtiles en fait. Bon, voilà. Mais ça suppose du temps et de l'engagement, en fait, je pense. Voilà. Et du coup, il y a une part importante de prise de conscience de l'importance de leur rôle, de manager notamment, dans ces actions-là. De manager, de citoyen, enfin même, ça peut être de collègue à collègue, donc de comportement. Alors, bon, les agissements sexistes, on en a, bien sûr, hein, notamment, il y a une culture du consultant quand même qui est des fois un peu dure. Donc celle-là, il ne faut pas la nier. Donc bon, c'est une évolution culturelle, je dirais, at large, parce que ça va avec... c'est les mêmes, en fait, qui font des blagues douteuses, qui font travailler les consultants tard le soir et qui considèrent que quand ils leur envoient un truc à faire le vendredi, c'est bien qu'ils le rendent le lundi matin. En général, c'est les mêmes. Bon. Donc c'est une évolution plus générale. Mais en même temps, eux, ils sont le fruit d'une histoire, ils sont le fruit d'une culture, donc il ne faut pas non plus les stigmatiser complètement. Il faut arriver à parler avec eux et à faire. Voilà. Un autre point aussi que je voulais signaler, pas Deloitte en fait, mais bon, j'ai la chance de représenter le MEDEF au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, et je l'ai entendu de la voix des femmes, qui étaient représentantes des délégations syndicales. Moi je n'ai pas expérimenté, c'est quand on passe en fait quand il y a eu acte grave, c'est que la victime porte plainte et que on passe là effectivement dans la mécanique du pénal. C'est un autre sujet. Voilà. Et peut-être aussi un dernier point pour compléter ce que disait Maître. La Cour de cassation a quand même jugé, je crois, l'année dernière que dans une affaire où en fait l'entreprise avait assez bien réagi en fait suite à un problème d'agression sexuelle en fait. L'entreprise, il y avait ligne d'alerte, l'entreprise avait réagi, il y avait eu sanction, il y avait eu etc. Tout avait été bien fait, sauf qu'ils n'avaient pas formé. Et la Cour de cassation a considéré que dans le cadre de l'obligation de santé et sécurité, l'employeur devait former l'ensemble de ses collaborateurs. Voilà, sur le sujet. Donc c'est un élément essentiel parce que ça se sait peu. Voilà. Mais moi j'ai été obligée de faire des recherches pour le savoir, et donc comme c'est pas partie de la loi, c'est de la jurisprudence, les entreprises le savent peu. Effectivement, je pense que ça peut intéresser notre auditoire. Catherine, je te vois sortir tes affiches. Je pense donc que ça peut être intéressant que tu nous les présentes. Est-ce que ces affiches qui justement peuvent aider des personnes à témoigner, des personnes à venir expliquer qu'elles ont été victimes ou témoins ou qu'on leur a rapporté des violences conjugales ?
Alors, avant de les montrer, ça fait un peu Tu fais un peu de teasing. teasing, voilà. Ah oui, c'est normal. Normal. Je vais juste rappeler tout à l'heure, et franchement, on a besoin d'autres entreprises qui nous accompagnent aussi sur ce programme. Donc sur le flyer, vous verrez, parce que les partenaires, côté effectivement de Kering, on a L'Oréal, on a Corian, on a Carrefour, BNP Paribas. On a besoin des grands groupes, bien sûr, parce que quand on a 50, 100, 200 000, 300 000 salariés, dès qu'on agit sur cette thématique-là, forcément, il y a un effet de masse. Et bien sûr, on sensibilise hommes et femmes à cette thématique. Mais on est au MEDEF. Le MEDEF, c'est bien sûr CAC 40 SBF 120, mais c'est aussi beaucoup de PME et d'ETI. Et les PME, généralement les ETI, elles sont dans des établissements qui sont dans un village, dans une zone industrielle, dans une petite et moyenne ville, où tout le monde se connaît. Et quand on évoquait tout à l'heure le fait de protéger effectivement que la femme qui ne peut pas sortir, hein, quand Céline Bonnet rappelait de peut-être d'aménager le temps pour permettre à la personne d'aller voir peut-être une association ou de porter plainte sur son temps de travail, parce que sinon à 17h15, s'il n'est pas rentré, son mec débarque et en hurlant. On a eu le cas, hein. L'un des vice-présidents du club Face-Gare a vu effectivement, il a entendu des hurlements un jour, descendre son bureau, et le conjoint, parce que sa femme était restée un peu plus longtemps pour travailler, elle n'était pas rentrée, le conjoint était fou furieux, alors il a appelé la police évidemment, ils ont exfiltré la femme, et le patron de la PME a pris sur lui, payé une chambre d'hôtel, etc., et du coup il s'est organisé. Donc c'est des sujets qui touchent vraiment au quotidien. Et dans une petite ville, vous avez même parfois les couples qui travaillent sur le même lieu de travail. Comment on fait pour le témoin qui veut effectivement alerter, oui mais je veux pas, parce que je ne veux pas subir à l'extérieur, parce que moi je veux le voir dehors, hein, c'est notre voisin, en plus on fait le barbecue ensemble, on a les enfants dans la même classe, donc il y a un quotidien aussi où les gens se connaissent. Donc comment on gère ça ? Donc c'est pour ça qu'il est important, au-delà de tout le travail qui est fait à travers One in Three Women et le programme CISE, avec les programmes de formation, c'est d'avoir des affiches qui sont téléchargeables. Donc, allez tous chercher le flyer. Et donc, ces affiches, on va les porter tous ensemble. Comme ça, avec mes collègues, on contribue. Elles sont téléchargeables sur le site. Elles sont en format A3. Elles sont en couleur. Ici, au MEDEF, ils sont très développement durable. Ils ont imprimé en noir et blanc. C'est très bien. Mais en l'occurrence, elles existent en couleur. Vous pouvez les télécharger. Et dans ces cas, que les entreprises puissent les afficher sur des lieux visibles. Ce qui permet le simple fait que ça vienne être mis sur un lieu de travail, ça veut dire que c'est un sujet. Ça veut dire que pour la personne concernée, qui souvent a honte, la honte de la personne qui est battue, comme la honte de l'enfant qui est battu, qui se dit quelque part, c'est un peu de ma faute dans son subconscient, si mon mari est comme ça ou mon mec est comme ça, c'est parce que je suis peut-être un peu responsable. C'est ce côté totalement irrationnel de se dire, je peux peut-être en parler. Et donc, parce que si je le mets, ça veut dire que je peux alerter soit des guides du personnel, s'il y en a, soit quelqu'un à la RH. Évidemment, c'est un référent, une référente, mais c'est aussi une façon de libérer cette parole et de passer effectivement cette estime de soi qu'on a un peu perdue. Donc ces affiches-là, elles sont très simples, elles sont très pratiques, très pragmatiques, elles ont été conçues dans le cadre du programme qu'on évoquait tout à l'heure. Et surtout, ne pas hésiter, alors au sein évidemment du MEDEF en communication, d'en parler. Et puis vraiment de penser que, même si au siège du groupe Île-de-France ou au cœur de Lyon, au cœur de Marseille, tout est clair, un bureau, un service déconcentré, il peut y avoir une problématique de genre et que la personne n'ose pas en parler. Donc c'est un sujet universel et qui concerne en fait toutes les catégories d'entreprises. Je vois que Céline a voulu réagir par rapport à ce que tu viens de dire. Non, en fait, je voulais juste apporter un complément puisque la table ronde est sur les témoins. Alors, oui. Le témoin dans le cadre des violences conjugales et au sein de l'entreprise, on est un petit peu décalé. On parle plutôt là des femmes, des survivantes. En revanche, chacun et chacune d'entre nous, dans notre vie privée, on peut être témoin de ce qui se passe chez nos voisins, de ce qui se passe chez notre sœur, de ce qui se passe chez notre cousin. Et il faut savoir que les numéros d'appel qui sont gérés notamment par la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est le 3919, c'est un numéro d'écoute pour les femmes victimes, mais aussi pour tout l'entourage. Donc, les managers chez nous, s'ils ont un doute, ils peuvent appeler directement le 3919. Demain, si j'ai un doute sur la situation que vit ma sœur, je peux appeler le 3919 et ils vont me donner des conseils sur les choses à faire et celles à ne surtout pas faire. Voilà, donc c'est juste un complément d'information pour ce rôle de témoin des violences. Et du coup, Carole ? Oui, donc on peut très concrètement là, tout afficher ça dans notre bureau et mettre 3919 en fait. On a laissé la place pour que vous mettre un numéro, qui peut être un numéro service du personnel, Voilà. un numéro de référent. Ou 3919. Et du coup, Céline, vous en interne, qui est-ce qui est le plus sollicité ? C'est vous ? C'est les RH ? C'est directement le 3919 ? Donc vous ne savez pas ? Ouais, directement Voilà. le 3919, ça, on ne peut pas le savoir.
La confidentialité est quand même extrêmement importante sur ce sujet-là. On est soit saisi directement à la fondation, on a des appels, on a souvent des RH, des marques, des RH régionaux, on a beaucoup de boutiques, et les boutiques, c'est un peu des univers un peu familiaux, et c'est vrai que souvent les responsables de boutiques nous appellent parce qu'ils ont une de leurs collaboratrices qui est dans cette situation. Donc c'est assez variable. Ces formations sont en place depuis 2011 et on a un peu tout type d'alerte en fait. Je dirais assez rarement par les femmes victimes elles-mêmes, plutôt par les collègues ou les managers ou les RH. En revanche, ce qui est incroyable, enfin moi qui continue à chaque fois de me surprendre, c'est que nos sessions de formation regroupent une quinzaine de personnes dans l'ensemble des pays où on les mène, et à chaque session, vous avez entre 2 et 4 personnes qui racontent leur histoire, soit devant tout le monde, soit qui vont voir la formatrice ou quelqu'un de la fondation à l'issue de la session pour raconter qu'enfants, ils ont été témoins de parents qui étaient dans des violences conjugales, ou qu'eux-mêmes ont été dans une relation ou sont dans une relation de cette nature. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être de donner la parole à la salle sur une session de questions-réponses, si vous le souhaitez. J'avais une question moi, sur les PME, mais du coup, Catherine t'y a répondu, donc je range ma question. Voilà, tu as lu dans mes pensées. Est-ce que parmi vous, quelqu'un aurait besoin d'un complément d'information, soit très juridique, soit très pratique, soit sur la partie violence conjugale ? N'hésitez pas, je sais que c'est la première qui est la plus compliquée à poser. Bonjour, Catherine Lemaguerès, juriste. Juste un complément d'information pour rappeler qu'en ce moment, il y a l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui est réunie pour le 2e round de la Convention sur la lutte contre les violences, ça ne s'appelle pas exactement comme ça le titre, et qui prévoit un article sur le rôle des entreprises dans la prévention et l'accompagnement des femmes victimes, des personnes victimes de violences conjugales au sein de l'entreprise. C'est juste ce petit point. Ça veut dire qu'à court ou moyen terme, comme cette convention va probablement être signée, ratifiée, elle sera applicable dans le droit français, et que donc, de toute façon, les entreprises devront bouger, donc autant anticiper. Qu'on va rajouter à l'arsenal peut-être sexisme ou à côté, complété par un référent violence conjugale. Bonsoir, Clémence Armand, service des droits des femmes. On parle de 2 choses un peu différentes mais complémentaires. Oui. Mais du coup, moi, la question que je voulais poser, c'est pour les entreprises qui travaillent sur tout ce qui est lutte contre les violences conjugales, est-ce qu'il y a quand même un lien qui est fait avec les violences ou le sexisme dans l'entreprise ? Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur ces questions depuis longtemps fait que les nouvelles normes et lois se traduisent plus facilement dans vos plans d'action ? Enfin, comment ça se passe ? Quelle articulation en fait vous faites entre les 2 sujets ? Oui, c'est vrai que j'ai pas mentionné ce point, mais on a le même système en place que Deloitte. Depuis 2005, il y a un comité d'éthique groupe qui existe, qui a été complété quelques années plus tard par des comités régionaux. Et il y a effectivement une hotline dans, je sais pas, trentaine de langues différentes, avec la possibilité pour des lanceurs d'alerte aussi de déposer des saisines qui sont traitées par ce comité d'éthique. Le point qui a été rajouté, il me semble, depuis 2018, c'est que cette procédure est aussi ouverte aux collaborateurs de nos fournisseurs. Voilà, donc ça va au-delà de la sphère proprement caring. Je voulais compléter sur le fait qu'à partir du moment où on crée les conditions de libération de la parole pour une femme, qu'elle subisse des violences dans sa vie privée et qu'elle souhaite une aide, ou en tout cas qu'on puisse l'accompagner, ou qu'elle subisse des comportements inappropriés qu'on pourrait qualifier de harcèlement sexuel, oral, violence et autres, ça marche pour tout. Ça dit surtout que l'employeur, si vous avez un problème, on est là. En tout cas, c'est de créer les procédures où on crée le lien. Moi, j'avais parlé avec Jean-Laurent Bonafé dans un autre contexte, un autre engagement qu'il a par ailleurs sur d'autres critères de discrimination.
Et quand on avait demandé fait un aparté sur ce sujet, elle me dit, mais moi c'est un vrai sujet parce que les violences que subissent les femmes, les violences conjugales, ou qu'elles les subissent au lieu de travail, de toute façon, nous on n'est pas légitime pour en parler. Donc d'où l'importance d'avoir un réseau d'associations qu'on peut mettre en relation et autres, mais on forme les assistantes sociales pour permettre justement de recueillir la parole de la femme, quelle que soit la nature et le lieu d'exécution effectivement de cette violence. À partir du moment où on peut aider, on essaiera d'aider. Donc ça sert de toute façon le bien commun de travailler sur cette thématique de violence conjugale, qui, une fois encore, a un impact extrêmement, au-delà de l'engagement citoyen, ça a un impact indéniable sur la performance de la personne, sur sa capacité de travail, sa concentration. Vous avez des femmes qui sont sur des machines, sur des métiers un peu à risque. Si elle a mal dormi parce qu'elle a des nuits, parce qu'elle a subi des agressions sexuelles très fortes, parce qu'elle a été pris des coups le matin avant de partir, vous savez, ils savent bien taper. Hein. Jamais sur les parties visibles, mais en revanche, on prend des coups. Et les coups moraux, parce que quand on parle des violences, c'est les violences morales qui souvent sont aussi lourdes que les violences physiques. Donc la personne n'est pas dans les meilleures conditions de sécurité pour travailler dans certains métiers. Donc on a tout intérêt de façon à permettre de créer les conditions. Donc ça sert aussi bien les violences dans un cadre de travail que les violences dans un cadre personnel. Et si je peux rajouter sur notre programme commun One in Three Women, pour avoir d'autres arguments, si ceux-là ne sont pas assez persuasifs pour les entreprises, nous sommes en train de réaliser une étude européenne pour évaluer le coût. Alors l'impact déjà, avoir des statistiques sur plusieurs entreprises qui font partie du réseau pour connaître un petit peu la prévalence au sein de ces entreprises, et puis évaluer le coût des violences conjugales sur le monde de l'entreprise. Parce que voilà, même si c'est pas ça l'idée derrière principale, c'est vraiment une notion de responsabilité. Il est quand même utile d'avoir quelques chiffres à avancer quand on parle de productivité, etc. Ça peut aussi être lié à l'absentéisme, parce que forcément, ça a un impact sur la présence, au-delà de l'effectivité, ça a un impact sur la présence de la personne à son poste de travail. Une toute dernière question, peut-être avant... Oui, ouais. j'ai bien envie de... J'étais grand témoin là, dans votre table ronde. Pour revenir sur ce rôle du témoin, on a bien compris que quand c'est un individu, même en créant un climat de confiance particulier, c'est très difficile de motiver un témoignage jusqu'au bout. Dans le monde d'aujourd'hui, pour en avoir discuté avec certains, et en tout cas certaines d'entre vous, parfois le témoin, c'est le smartphone. Et ça change aussi la donne. C'est plus un individu, c'est quelqu'un qui arrive avec un enregistrement, une vidéo, du son, etc. Est-ce que c'est déjà votre expérience et comment est-ce que ça s'appréhende dans l'entreprise ? Alors les politiques connaissent bien ça. Peut-être le voir d'un point de vue pratique. Mais est-ce que c'est aussi rentrer dans le monde de l'entreprise ? Et ensuite voir comment c'est utilisé d'un point de vue juridique. Sachant que moi, dans mon cabinet de recrutement, on a déjà des candidats qui nous disent à la fin de l'entretien, je vous ai enregistré. À la fin. À la fin, bah oui. À la fin. Voilà, ça arrive aussi dans ce cadre-là. Alors effectivement, oui, c'est en train de rentrer dans les mœurs. Moi j'ai des collaborateurs, alors que ça soit pour des sujets de sexisme ou sur des sujets de harcèlement, en fait, on m'a parlé, mon supérieur hiérarchique ne me parle pas correctement, ou ce qui m'a fait n'est pas acceptable, et donc on vient avec l'enregistrement du supérieur hiérarchique. Ce qui est intéressant, en fait, c'est dans les expériences, c'était l'échange que j'avais avec Armelle, c'est que dans les échanges que j'ai, en fait, je suis à 50-50 sur le côté pédagogique, où je dis aux collaborateurs, mais je trouve que la façon dont on a parlé n'est pas si inadaptée que ça. Et que mon bureau, je suis pas là pour en fait éventuellement disculper de problèmes de compétences professionnelles. Le sujet, il n'est pas là. En ce qui concerne les agissements donc plus sexistes, enfin la thématique de l'agissement sexiste, c'est vrai aussi que aujourd'hui on filme, quoi. Donc dans une soirée, notamment, quelqu'un qui a un comportement inadapté. Alors on avait discuté avec Armelle en fait la présence à la table ronde d'un projet qui est en cours, d'une application en fait réservée aux témoins, qui est émergente, qui va pratiquement sortir, qui serait mise sur les smartphones et qui, grâce à la blockchain, en fait, permettrait de dater en fait une prise une photo ou un enregistrement ou une vidéo.
Et donc, en fait, les créateurs de cette application sont en train de discuter avec des grands de la télécom pour qu'il y ait en fait que cette application soit téléchargée sur les smartphones en fait de façon standard. Donc là, ça risque quand même de changer un peu la donne. Il faut se rendre compte qu'on est dans ce monde-là. Voilà. C'est ça. C'est un monde qui est émergent, qui est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Parce qu'il y a quand même des choses à discuter de ce point de vue-là. Ça fait un peu froid dans le dos et ça fait un peu Big Brother, mais de toute façon, on ne l'évitera pas. Et le juge, du coup, comment il va interpréter ça ? Ça dépend du juge. D'un point de vue pénal... Tant que le juge est encore un humain, ça dépend du juge. D'un point de vue pénal, il n'y aura pas de difficulté. Le juge pénal, lui, peut se saisir de tout type d'enregistrement. Après, ça pose la question de l'enregistrement à l'insu de la personne. Voilà, parce que c'est aussi une infraction d'enregistrer une personne à son insu et d'utiliser. Et on a vu que récemment, des enregistrements qui avaient été faits, la Cour de cassation, d'un point de vue pénal, a considéré que les enregistrements étaient tout à fait valables. Donc ça ne pose pas de difficulté. Le juge judiciaire, enfin le juge civil, on va dire, Conseil des prud'hommes, et c'est surtout, votre question, c'était, on arrive avec un enregistrement, comment on réagit ? Je pense qu'il va falloir qu'on ait la confirmation par le témoignage de ce qui s'est passé sur l'enregistrement en question. Parce que l'employeur, lui, il ne pourra pas fondamentalement utiliser l'enregistrement comme étant un moyen de preuve absolu. Donc on voit bien que le numérique est en train de changer la donne et qu'il nous faudra un événement l'année prochaine pour pouvoir explorer tout ça avec un petit peu plus de maturité. Je vous remercie tous et toutes, puisque je peux mettre le tous au pluriel, tout autant que le toutes, comme depuis le début de la journée. Merci Vincent Poirel, merci Catherine Tripon, Carole Lambert, Jérôme Hartz et Céline Bonner.